château de Pierrefonds, à la lisière de la forêt de Compiègne, dans l'Oise, est digne d'un film de Cap et d'épée. On y a d'ailleurs tourné des scènes pour Les Visiteurs ou le Jeanne d'Arc de Luc Besson. Et dans ce département, qui ne manque pas de concurrents, il s'impose comme l'un des châteaux incontournables. Incontournable et féerique, ce château que vous avez classé en 3e position trône fièrement sur la petite commune de Pierrefonds. Dans la Sorne, il est digne des plus beaux châteaux de princesse et il fait aujourd'hui rêver petits et grands par tous les temps. Bienvenue au château de Pierrefonds. Alors, le temps, c'est un des grands monuments français qui a été construit à l'origine, au tout début du XVe siècle, à la demande d'un grand personnage du royaume de France, Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI. L'histoire de ce château, Damien, en bon agent d'accueil, la connaît parfaitement. Une histoire en plusieurs chapitres, car 2 siècles après sa construction, il fut assiégé et démantelé. C'est donc un château totalement en ruine qui ne reprendra vie qu'au XIXe siècle sur ordre de Napoléon III. Mais c'est bien connu, derrière chaque grand homme se cache une femme. Damien nous en fait la démonstration. Sur cette cheminée figurent 9 statues, 9 preuses, des figures héroïques féminines qui étaient appréciées dans la poésie médiévale notamment. Et parmi ces statues, la figure centrale est particulière, puisqu'au XIXe siècle, on reconnaissait ce visage qui est celui de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Le château de Pierrefonds était vraiment le chouchou de l'impératrice Eugénie. Alors son mari, Napoléon III, hésitait énormément pour l'acheter avec un autre château. On décida de le tirer au sort. Bien après, on se rendit compte que sur les 2 papiers, Eugénie avait écrit à chaque fois Pierrefonds. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Un stratagème digne des meilleurs vaudevilles. D'ailleurs, en parlant de mise en scène, saviez-vous que le château était très souvent utilisé à d'autres fins? On a vraiment l'impression d'être dans un décor de cinéma lorsqu'on arrive dans la cour du château. Pas étonnant d'apprendre qu'elle a servi de lieu de tournage pour des films comme Les Visiteurs ou encore Papy fait de la résistance. Et Papy n'était pas le seul. L'impératrice Eugénie aussi a fait de la résistance. Elle voulait ce qu'il y a de plus beau pour son château. Et comme son mari Napoléon III ne pouvait rien lui refuser, il a accepté de le restaurer et a engagé de surcroît la star des architectes de l'époque, un certain Eugène Viollet-le-Duc. Tout ici est conçu par un seul et même homme, c'est une symphonie des arts orchestrée par l'architecte. Et n'oublions pas ici que nous sommes dans une commande de l'empereur Napoléon III, le chef de l'État, et au-dessus de la figure tutélaire de Charlemagne, il y a le blason impérial soutenu par des anges aux ailes tricolores. La nation soutient son empereur. Autodidacte de génie, Viollet-le-Duc mène un chantier titanesque. Pour la structure générale du château, il décide de s'inspirer de l'architecture du Moyen-Âge et 5 siècles plus tard, recrée tous les éléments emblématiques des châteaux forts d'antan. Chemin de ronde, meurtrière, tour de défense crénelée. Mais il s'autorise parfois quelques libertés. Il va donc créer ici, autour de cette cour, une série de bâtiments qui sont tous dans l'architecture gothique, mais il n'hésitera pas à installer des systèmes plus modernes. La plupart des charpentes du château sont métalliques, par exemple. Il va pas hésiter également à installer un système de chauffage central dans Pierrefonds. Viollet-le-Duc, dont on fête cette année les 200 ans de sa naissance, était aussi un visionnaire avec les pieds bien sur terre. Allons au sous-sol pour s'en rendre compte. Voici donc un exemple des énormes calorifères, donc de grandes chaudières à charbon. L'air chaud passe par ces grandes gaines isolées qui ensuite se divisent jusqu'aux étages et passent par des petites grilles à chacune des pièces. Et à tous les étages, l'architecte a pensé au confort de son commanditaire, pour lequel il a même créé une série de meubles. Un sens du détail que l'on retrouve aussi dans la cour d'honneur, où un incroyable travail de la pierre a été effectué. Normal, on est quand même à Pierrefonds. D'ailleurs, pour perpétuer ces traditions, on organise régulièrement des stages de taille de pierre ou autres plongées dans le passé à destination du jeune public. Aujourd'hui, le rendez-vous est pris avec Jean-Louis, maître d'armes, pour une initiation musclée. Le chevalier est humble, il abaisse son orgueil, sans heurter le sol. Ensuite, on va faire un premier moulinet et on va briser le chef. Qu'est-ce qu'il veut essayer de perdre la tête? Je viens passer mon poing au milieu ici et je l'aide à descendre. Et je vais lui donner le coup de grâce. D'accord? Si sur ce coup-là, Jean-Louis a eu du mal à se faire respecter, vous allez voir de quel bois il se chauffe avec sa poudre à canon.
Gare au feu! Gare au feu! Le but du jeu, c'est que les enfants arrivent comme des petits jeunes avec leur béret ou leur casquette et qui ressortent du château fiers, en armure, avec un aume sur la tête et dans la peau d'un vrai chevalier. C'est comme un retour dans le passé pour ceux qui n'ont jamais vraiment visité des châteaux aussi formidables que celui-là. Qu'on se rêve en preux chevalier ou en riche princesse, le château de Pierrefonds est un lieu idéal pour vivre de grandes aventures ou simplement passer un bon moment en famille. Un endroit de légende comme celui-ci, il y a vraiment de quoi en faire toute une histoire. Cette cathédrale est la plus vaste de France, 2 fois plus grande que Notre-Dame de Paris. Et c'est le monument que vous avez placé en 2e position. Pour comprendre ce chef-d'œuvre de l'art gothique, prenons dans un premier temps un peu de recul. Émilie, administratrice de la cathédrale, nous emmène dans les ortillonnages, des marais dédiés à la culture des fruits et légumes, situés à quelques centaines de mètres de notre édifice. Vous allez voir que l'origine du monument serait étroitement liée à ce lieu. Les conteurs picards nous narrent que la cathédrale aurait été construite grâce au don d'un terrain de 2 ortillons. Ils auraient légué un ancien champ d'artichauts pour pouvoir ériger cet édifice. Alors il s'agit d'un véritable anachronisme puisqu'en fait les artichauts ne sont arrivés en France qu'au XVIe siècle. Mais il y a un couple un peu énigmatique qui est figuré dans la cathédrale sous la forme de 2 portraits. Et donc la légende nous dit qu'il s'agit des 2 ortillons qui ont légué ce fameux champ d'artichauts pour pouvoir ériger Notre-Dame. Une bien belle histoire. Mais les portraits du couple d'ortillons ne sont pas les véritables stars ici. Pour découvrir ce qui attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année dans cette cathédrale d'Amiens, il faut se rendre derrière le chœur, tout au fond de l'édifice. C'est là que vous pourrez découvrir l'ange pleureur, bien connu des soldats britanniques, australiens et néo-zélandais. Lors de la Grande Guerre, lorsque les soldats vont sortir des champs de bataille, ils vont venir découvrir Amiens, qui se trouve à une trentaine de kilomètres. Lorsqu'ils vont découvrir cet ange pleureur à l'intérieur de la cathédrale, ils vont se prendre d'une grande émotion pour lui, parce qu'il est tout à fait à l'image de ce qu'ils peuvent ressentir. La nostalgie du pays pour les soldats étrangers, et puis la tristesse face aux horreurs de la guerre à laquelle ils ont dû faire face. Et c'est donc par milliers qu'ils vont envoyer dans leur famille la carte postale de l'ange pleureur. L'ange pleureur est donc ainsi devenu le personnage le plus célèbre de la cathédrale d'Amiens. Pour découvrir l'autre curiosité qui déplace les foules ici, il vous faudra, comme l'ange, baisser la tête puisqu'elle se trouve au sol. Ce dessin géométrique formé par le dallage est l'un des plus longs labyrinthes connus et un parcours très symbolique. Les pèlerins qui ne pouvaient pas se rendre à Jérusalem parcouraient la totalité du labyrinthe à genoux jusqu'à son centre, qui était le symbole du Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ. Elle trouble inconnu me pénètre, je sens l'amour s'emparer de mon être. Ce chant n'est pas celui des pèlerins qui sillonnent le labyrinthe. Oh Notre-Dame, je suis à tes pieds. C'est Jean qui pousse la chansonnette, comme à son habitude. Cela fait près de 50 ans qu'il arpente la cathédrale. Autant dire une éternité. Celui qui se surnomme lui-même la dernière gargouille vivante de Notre-Dame a une spécialité. Il est guide des stalles, ces sièges en bois sculptés où se réunissaient les membres du clergé. Il connaît toutes leurs petites histoires et a une façon bien à lui de les raconter. Il y a quelque chose qui est extraordinaire dans ces stalles, c'est l'histoire de Noé. Oui. On voit l'arche de Noé qui flotte sur les flots tumultueux. 15 mois après, quand on plante la vigne, qu'est-ce qui pousse? Il pousse du raisin. Et qu'est-ce qu'il fait le Père Noé? Il se couche à poil sur du raisin. Comment ça, à poil? Ben, il était tout nu. C'est pour ça que son fils rit et les 2 autres, par pudeur, le recouvrent. Seulement, il faut voir comment il est. Il a du raisin dans le pudding. Ah, ça c'est ton expression pour dire que quelqu'un est sous. Il a les yeux globuleux. Eh oui. Après l'évangile selon Saint Jean, voici la Bible selon Monsieur Jean. Mais les 4000 personnages sculptés sur ces stalles ne racontent
oblique. À 50 mètres du sol, sur les toits, on se croirait dans un autre monde. Ce qui me touche particulièrement dans cet espace, ce sont tout d'abord toutes ces gargouilles. On peut découvrir ici le monde fantastique et imaginaire de ce bestiaire médiéval. Et puis ce sont également tous ces arcs-boutants qui sont comme une forêt de pierres qui offrent un paysage magnifique et magique lorsqu'on se déplace dans ces parties hautes. On est en plein cœur du centre-ville et en même temps on a l'impression d'être en dehors du temps et de l'espace. Un spectacle irréel. À la nuit tombée, c'est la façade de la cathédrale qui fait son show. Le public se presse sur le parvis pour admirer les projections qui habillent les statues de pierre. Nathalie, adjointe à la culture de la ville d'Amiens, est fière de ces illuminations multicolores. Le spectacle attire toujours non seulement les habitants de la métropole, mais aussi les touristes extérieurs, puisque nous avons plus de 2 millions de personnes qui sont venues sur le parvis voir le spectacle. Des lumières projetées qui nous ramènent des siècles en arrière, avec des couleurs telles qu'elles étaient à l'origine. L'idée de coloriser la cathédrale est due un petit peu au hasard, puisque au début des années 90, la façade de la cathédrale a été en travaux, et au cours de ces travaux de restauration, on a découvert certaines parties colorées du fronton de la cathédrale, et ce qui a donné l'idée de restaurer la cathédrale et de restituer les couleurs originelles de celle-ci. Et ce spectacle qui devait durer 15 jours dure depuis 15 ans. C'est incroyable. Voilà. Et pourquoi pas 15 siècles? C'est en tout cas ce que l'on souhaite à cette magnifique cathédrale Notre-Dame d'Amiens.